Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h30 sur la CRTV. Les titres du journal. Les évêques du Cameroun réclament justice pour Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. La conférence épiscopale a publié aujourd'hui une déclaration qui confirme la thèse de l'assassinat de l'évêque de Bafia, retrouvé mort dans la Sanaga le 2 juin dernier. En attendant la journée de l'enfant africain, la question de la correction corporelle revient dans le débat. Pour se faire obéir des enfants, la chicotte ou le dialogue, vous entendrez les avis dans le 20h30. Les chantiers de la CAN Cameroun 2019 à petits pas, le supplément du mercredi fait le point et rappelle le cahier de charge de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. L'indignation de l'Église catholique qui est au Cameroun. La conférence épiscopale a condamné ce matin ce qu'elle qualifie d'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. L'Assemblée des évêques du Cameroun exige que la lumière soit faite sur cette tragédie qui traumatise l'Église. Le corps sans vie de l'évêque de Bafia a été retrouvé dans les eaux de la Sanaga le 2 juin dernier. C'est la première déclaration officielle de la conférence épiscopale depuis ces tristes événements. Steve Thiega et Kembenge. Une conférence en plein air, à ciel ouvert, comme pour mieux prendre Dieu à témoin et mettre au clair les sentiments d'une église meurtrie. Nous, évêques du Cameroun, affirmons que Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala ne s'est pas suicidé. Il a été brutalement assassiné. Voilà un meurtre de plus et un de trop. Fermeté des mots sur un drame qui a ravivé les souvenirs à propos des prélats et religieux morts dans le silence. L'effroi de ces souvenirs leur jette un froid. Nous avons le sentiment que le clergé au Cameroun est particulièrement persécuté par des forces obscures et diaboliques. Les déclarations avaient comme un air de colère, des évêques qui réclament la lumière sur la tragédie. Monseigneur Leida, président de la conférence épiscopale, invite l'opinion à renoncer à la diffamation, croit sur les mauvaises rumeurs et surtout ce signe de croix qui introduit une prière pour l'évêque décédé. Et malgré le traumatisme, rien ne doit bousculer le courage du sacerdoce. Nous n'avons pas peur. Quand le Seigneur nous appelle, il nous demande d'être de martyrs. De quoi doper la foi des communautés orphelines du diocèse de Bafia et de la famille du défunt, avec la force des mots du réconfort. Les évêques du Cameroun remercient aussi les populations des Bebda et environ pour leurs efforts. Et ici, les questions n'en finissent pas dans la foule de journalistes et caméras, curieux d'en savoir plus sur les obsèques. Il faut encore attendre les résultats officiels de l'enquête et que la dépouille de l'évêque soit remise à l'Église, a déclaré Monseigneur Kleida. Plus que 2 jours et les députés juniors seront en session plénière à l'Assemblée nationale. La journée de ce mercredi a été consacrée à une visite au ministère de l'Éducation de base. Reçus par le secrétaire général, ils ont eu droit à une causerie éducative et à une présentation des projets réalisés par ce ministère en faveur de l'épanouissement des enfants. Le reportage de Daniel Menanga. Petite répétition avant le grand rendez-vous de vendredi à l'Assemblée nationale. Les députés juniors en plein exercice d'expression orale. Cette journée a été instituée parce qu'il y a eu le massacre des enfants en Afrique du Sud. D'un côté, le staff du ministère de l'Éducation de base, mais sans la ministre, active sur un autre front de la défense des droits de l'enfant camerounais. La ministre de l'Éducation de base a voyagé pour le sud-ouest et le nord-ouest. Les droits et les devoirs des enfants au Cameroun, le sujet est au cœur de la traditionnelle visite des députés juniors au ministère de l'Éducation de base. Ils doivent aller à l'école, il y a la gratuité. Ils doivent s'épanouir. Et tout ça se fait dans un contexte d'insécurité qui vient ternir un peu les efforts du gouvernement. Mais néanmoins, nous avons tenu à dire aux enfants que le chef de l'État se soucie de leur devenir. L'État s'occupe pour notre éducation, pour notre entretien.
Cette année, un accent est mis sur la protection, l'autonomisation et l'égalité des chances des enfants. Et les mini-députés savent le rôle qu'ils jouent dans la bataille. Ils peuvent compter sur le soutien de l'État pour ce faire. En cette semaine de l'enfant, le 20h30 ouvre le débat sur une question qui divise. Comment doit-on discipliner les enfants? Chacun y va de sa méthode. Entre les partisans de la chicotte et les apôtres du dialogue, les arguments fusent de part et d'autre et chacun croit détenir le secret de la bonne éducation. Régine Gladys Lebouda tente de jouer les arbitres. Rigobert, Rigobert. Rigobert. Cette parodie de Super Nanny a fait le tour des réseaux sociaux. La vidéo autodérision illustre un vieux cliché qui prospère encore dans nos maisons. Éduquer, c'est chicoter, et pas qu'un peu. L'enfant, on ne doit pas rire avec l'enfant. On ne doit pas blaguer avec l'enfant. Quand tu commences à blaguer avec l'enfant, tu cajoles un peu l'enfant, là c'est fini. Pour sanctionner les enfants, il faut les taper correctement parce que j'ai pris toutes les méthodes. Quand tu parles seulement, l'enfant n'écoute pas. Mais quand tu la tapes 2-3 fois, elle commence un peu à se ressaisir. La philosophie a ses accessoires dans de nombreux foyers. Le tuyau à gaz, la chaussure qui traîne ou même le pilon de la cuisine. Mais très souvent, la dictature du bâton ne parvient pas à forger la raison. Bien au contraire. On tape, mais maintenant les enfants de maintenant ne comprennent pas. Si tu tapes, c'est pour empirer encore. Donc on donne les punitions, même les punitions là. Querellée, la bonne vieille fessée s'est muée en pourparlers dans de nombreux foyers. Le fouet, désormais, est psychologique. Pour la sanctionner plus, peut-être on va la mettre dans une chambre, la laisser là-bas toute seule, isolée. Il y a des petits trucs comme ça. Ou ne pas lui donner ce qu'on a acheté pour elle. Les experts recommandent la punition positive, celle-là qui marque sans blesser, qui éduque sans traumatiser. La fessée, je veux dire que c'est l'ancien temps. Il vaut mieux vous éduquer en prévoyant des sanctions qui cadrent avec la faute. Par exemple, vous privez du téléphone, du WhatsApp. La privation comme sanction serait donc plus efficace que le bâton. Et la couleur de peau n'y change rien. Philémon Zozame est officiellement investi dans ses nouvelles fonctions de directeur général de l'Agence de régulation des télécommunications ART. En l'installant ce matin, la ministre des Postes lui a recommandé d'œuvrer au positionnement de l'ART comme acteur majeur dans la transition numérique au Cameroun. Le film de la cérémonie avec Olivier Kingemouli. Deux scènes pour un même événement, celui qui devra consacrer Philémon Zozame dans ses fonctions de directeur général de l'ART sous la supervision de la ministre des Postes et Télécommunications et sous les regards d'un personnel qui attend son nouveau patron. D'abord, un huis clos de 30 minutes dans cette salle et une communication de Minette Les Bombes Liliquin. La régulation, au moment où cet environnement exige que tout le monde se mobilise pour le développement de l'économie numérique, l'ART est le gendarme de l'économie numérique et il joue donc un rôle très important pour la réussite de cette mission. Changement de décor et de site par la suite, avec en supplément de nouveaux visages de personnalités qui se recrutent parmi les directeurs généraux, officiers généraux de l'armée et membres du gouvernement dans une salle archi-comble. Le ministre de tutelle prononce le discours rituel d'installation. Suivront l'accolade entre les directeurs généraux entrants et sortants, quelques congratulations et la photo souvenir de famille. Philémon Zozame est désormais pleinement investi dans ses nouvelles missions. Avant cette installation, il y a eu une séance de travail technique où on est allé dans les détails. Et pour ce faire, je compte bien sur la tutelle et beaucoup plus sur le personnel qui devrait travailler avec nous. C'est donc à cet homme au parcours professionnel et académique riche et varié qu'il revient maintenant, pour le compte de l'État, d'assurer le contrôle, la régulation et le suivi des activités des exploitants des télécommunications, avec en prime un rôle majeur dans la promotion de la transition numérique en cours au Cameroun.
Le laboratoire national de génie civil, le Labogénie, lui aussi a un nouveau directeur général. Jean Moufo a été nommé à l'issue d'un conseil d'administration extraordinaire tenu aujourd'hui à Yaoundé. Le nouveau promu a été aussitôt installé dans ses nouvelles fonctions par le ministre des Travaux publics. Emmanuel Nganou Djoumoussi a également installé les nouveaux patrons du Parc national du matériel de génie civil, le MATGénie. Le président du conseil d'administration, Jean-Roland Daniel Ebo, le directeur général Désiré Abogotan et le directeur général adjoint Gustave Ebonguet, tous trois ont été désignés à la suite d'un conseil d'administration lui aussi extraordinaire. Marie-Laurence Quay. Dans l'environnement des chantiers routiers, le ministère des Travaux publics doit s'entourer efficacement de deux acteurs majeurs. Le Laboratoire national de génie civil, qui est le garant de la qualité, et le Parc national du matériel de génie civil, une entreprise publique du BTP, fournisseur du matériel technique, mais également qui élargit son champ d'action aux prestations dans le secteur du bâtiment et travaux publics sur l'ensemble du territoire. C'est dans cette perspective qu'une reprécision du rôle de ces deux acteurs est importante pour atteindre les objectifs du ministère des Travaux publics. En fait, il s'agit de renouveler les compétences pour donner une impulsion plus dynamique à ces entreprises-là dans un contexte de réalisation de grands projets d'infrastructure. Recommandation particulière en ce qui concerne le MATGénie. Un seul mot, la performance. Organiser des équipes pour que les engins du génie civil soient en bon état, que les engins du génie civil ne se retrouvent pas garés alors que nous avons des routes en état de dégradation. Des missions désormais dévolues à Jean Moufo comme directeur général du Labogénie et Désiré Abogontan comme directeur général du MATGénie. Tous deux désignés ce 14 juin au cours des deux sessions extraordinaires des conseils d'administration de ces institutions et installés par le ministre des Travaux publics. On visera ensemble avec tous les collaborateurs et puis d'insister sur la qualité technique et de redorer le blason du Labogénie, in fine. Le Labogénie, quand on prononce le nom Labogénie, ailleurs, que ça reste vraiment la référence dans la sous-région. Nous espérons que nous aurons l'appui de tous pour arriver à ces objectifs qui ne sont pas les nôtres de manière individuelle, mais de l'ensemble de la République, de la communauté nationale. Ce nouveau souffle appelle à plus de dynamisme et à plus de performance dans le secteur du BTP au Cameroun. Séance plénière consacrée aux questions orales aux membres du gouvernement ce vendredi au Sénat. Ils sont 5 chefs de département ministériels à s'être relayés au pupitre pour répondre aux préoccupations des sénateurs sur divers sujets d'intérêt national. La séance était présidée par Geneviève Thuès, vice-présidente du Sénat, en présence du ministre Jules Doré Ndongo, représentant le vice-premier ministre, ministre en charge des relations avec les assemblées. Zakiatou Boubakari pour le compte-rendu. Premier interpellé, le ministre des Relations extérieures. Réponse relative à un phénomène qui a défrayé la chronique il y a quelque temps et qui reste d'actualité, celui de la traite d'humains dans des pays du Moyen-Orient. Des destinations privilégiées pour de nombreux migrants économiques à travers le monde, dont des Camerounais. Il y a l'ouverture des négociations en vue de la conclusion d'accords en matière d'emploi avec ces pays. L'extension par le chef de l'État de la juridiction de nos ambassades en Arabie Saoudite qui couvre désormais le Koweït et le Qatar et un certain nombre de pays où avant nous n'avions pas une ambassade à pied. En interne des campagnes de sensibilisation, le démantèlement des réseaux de recrutement, des négociations en matière d'emploi, la liste n'est pas exhaustive. Changement climatique, méthodes d'atténuation et d'adaptation. Percée technologique de l'Inde et d'Israël pour venir à bout de la sécheresse. Madeleine Tuenté, le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation, affirme être en pourparlers avec ces deux pays pour s'approprier et appliquer ce bel exemple de réussite de domptage du désert. Le ministre des Domaines, du Cadastre des Affaires foncières répondra à la préoccupation des sénateurs sur les populations victimes d'expropriation sur de vastes étendues de terre pour la réalisation de grands projets dans la région de l'extrême nord. Le sénateur Julien Diakao propose une compensation pour les victimes. Jacqueline Kounga Bissike dira que la proposition mérite réflexion.
Au ministère des Postes et Télécommunications, la curiosité des sénateurs porte sur un nouvel opérateur de téléphonie mobile, son statut par rapport à la réglementation, sa légalité. Vodafone n'est pas seul. Il y a un certain nombre d'opérateurs qui exercent dans ce secteur intermédiaire qui ont eu des titres inappropriés. Ils ont été invités à se conformer parce que le gouvernement compte faire appliquer la réglementation parce que ce secteur-là ne s'accommode pas d'une très longue tolérance administrative. Le ministre des Finances, enfin, a éclairé les sénateurs sur les suites réservées aux enquêtes de la Cour des comptes de la Cour suprême relatives au déficit et au débet de la responsabilité pécuniaire des comptables. Alamine Ousmane me dira que toutes ces remarques sont prises en compte et que des sanctions sont infligées aux comptables concernés. En cas de déficit ou de débet, le comptable a l'obligation de répondre. Toutes ces mesures contribuent à l'idée de la saine gestion des deniers publics. 18 milliards de francs CFA, c'est le montant de la convention de financement de la troisième phase du programme national de développement participatif, le PNDP. Le contrat a été signé aujourd'hui entre le ministère de l'économie et l'agence de développement, l'agence française de développement. Ce financement vise l'amélioration et le développement des activités agricoles dans les communes, notamment dans le septentrion et la région de l'Est. Le compte rendu de Caresse Essiane. L'échange de parapheurs scelle l'accord entre l'État du Cameroun et l'Agence française de développement. 18 milliards de francs CFA accordés par l'Union européenne pour la mise en œuvre de la troisième phase du programme national de développement participatif, PNDP. Ce partenariat va donc se matérialiser par une continuité dans la mise en œuvre des programmes tels qu'ils sont conduits par le PNDP. Autrement dit, le lien avec les communes continue à être renforcé. Le PNDP, dont la troisième phase bénéficie de cet appui du 11e Fonds européen pour le développement, entend, grâce à une démarche sectorielle dans les régions du Septentrion et de l'Est, promouvoir la productivité agricole et l'entrepreneuriat local. Ça va nous permettre, sur une base pilote, de pouvoir intervenir non plus sur des secteurs, mais sur les bassins de production, et sur la base des filières compétitives identifiées au préalable, créer de la richesse et créer des emplois dans les territoires de la commune et également dans l'intercommunalité. Mis en œuvre depuis 2004, le PNDP est l'un des cadres opérationnels de la stratégie pour la croissance et l'emploi du gouvernement camerounais. Les ressources mobilisées dans cette troisième phase permettront de faire du secteur rural dans les zones d'intervention un important moteur de l'économie nationale. Sodi Kombo à Douala aura bientôt son poste de gendarmerie. Le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie a visité le chantier. Le chef des Pandores a tenu une causerie morale et éducative avec ses équipes de Douala. Le but était de remobiliser les rangs et de rappeler l'exigence de moralité et de probité. On se souvient qu'il y a quelques semaines, des gendarmes ont été sévèrement sanctionnés à la suite de flagrantes dérives et de corruption sur la voie publique. Reportage Pierre Binambarga. C'est ici, à la préfecture du Vouri, dans le littoral, que le secrétaire d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie, tient une réunion qui revisite le comportement des gendarmes dans l'exercice de ses fonctions. Nous avons eu à les féliciter pour le travail important et satisfaisant qu'ils abattent sur le terrain et qui produit quand même de bons résultats au regard des statistiques qui nous parviennent. Nous avons également eu à leur dire que malgré ce travail, il se trouve qu'il y a encore des brebis galeuses qui viennent ternir l'image de l'institution. Pour les brebis galeuses qui rament à contre-courant, Jean-Baptiste Bokam prévoit des sanctions très sévères. Nous nous sommes surtout adressés à leurs chefs pour leur demander de mieux encadrer leur personnel, de veiller à leur travail sur le terrain et de ne pas hésiter à prendre des sanctions qui s'imposent pour réprimer tous les cas considérés comme des cas véreux. Il n'y a pas que des sanctions sévères, la gendarmerie se soucie aussi des conditions de travail de ces éléments. Voici le poste de gendarmerie de Sodi Kombo à Douala, un bâtiment moderne visité par le secrétaire d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie, qui va jouer un grand rôle.
sécuriser les populations éloignées de la brigade de gendarmerie et mettre à la disposition des Pandores des conditions de travail aisées. La commission de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme a désormais les moyens financiers de son action et déjà elle annonce l'un de ses premiers chantiers prioritaires, rendre effective la pratique du bilinguisme dans les administrations. Ces révélations sont de Peter Mafani Moussongué, le président de la commission, s'exprimait aujourd'hui à la sortie des travaux de la deuxième session de l'institution. On retient aussi que l'organisation tient désormais son organigramme. Le compte rendu de Rodrigue Bertrand, tuez-nous. La presse n'a eu que le temps de constater qu'aucun membre de la commission de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme n'était absent avant d'être prié de quitter la salle des travaux. Les travaux devaient et se sont déroulés à huis clos. Mais à la fin, un coin du voile a été levé sur le contenu des assises. Première nouvelle, le comité a désormais un toit et pas un humble toit. Le chef de l'État nous a donné des bureaux à l'immeuble de l'émergence. Nous avons 3 étages qui vont servir du siège de notre commission. Ensuite, il a mis à notre disposition des fonds nécessaires pour le démarrage de nos activités. Deuxième nouvelle, ses membres lui ont donné son ossature administrative. Nous avons travaillé sur le projet d'organigramme, le projet du plan d'action et le projet du règlement intérieur. Enfin, les assises de cette deuxième session ont arrêté le canevard des premières sorties de la commission. Il y a beaucoup de choses à faire au bureau, sur le terrain. On va descendre peut-être dans les administrations pour voir si elles respectent les dispositions constitutionnelles en ce qui concerne les 2 langues, par exemple. En mode moteur diesel, la commission de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme potasse son entrée en scène. Les audiences du ministre des Relations extérieures, les jeunes Mbela Mbela recevaient cet après-midi l'ambassadeur désigné de la République socialiste du Vietnam au Cameroun avec résidence au Nigeria. Son Excellence Pham Anh Thuan a présenté au ministre la copie figurée de ses lettres de créance. À 51 ans, ce diplomate est titulaire d'un master en théorie politique et administration publique. Avant le Cameroun, Pham Anh Thuan était adjoint au chef du bureau Moyen-Orient, Afrique, Amérique latine et Asie au ministère vietnamien des Affaires extérieures entre 2011 et 2016. Le Cameroun est son tout premier poste d'ambassadeur. La suite de notre série sur les peuples autochtones, faisant connaissance ou redécouvrons les Baka, ces hommes de petite taille. Pendant longtemps, il était dit qu'ils vivent de la chasse et de la pêche, ainsi que de la cueillette. Les Baka se retrouvent principalement dans les régions de l'Est et du Sud Cameroun. Seulement, leur mode de vie subit de plus en plus l'influence de la modernité. Heureusement, ils ont réussi tant bien que mal à préserver certains aspects de leur authenticité. La chasse, par exemple, reste un exercice vital, mais surtout l'expression de tout un art. Notre reporter a suivi une partie de chasse avec la communauté Bakola Bageli de Bipindi dans le sud du Cameroun. Oswald Medou. Kwambo, petite localité de l'arrondissement de Bipindi dans le département de l'Océan. La bourgade a la particularité d'abriter une communauté de Bakola Bageli. Le contact avec le Bantou laisse quelques stigmates, mais les Bakola Bageli d'ici gardent leurs petites habitudes. La chasse en est une. C'est le quotidien de Jacques Janou. La chasse ici n'a rien perdu de cette technique ancestrale. Une lance, une machette, du feu est le meilleur ami de l'homme. Et voilà notre chasseur paré. Et ce n'est pas qu'une affaire d'homme. La forêt, les Bakola Bageli la connaissent bien, dans ses moindres recoins, ce qui leur permet de détecter un terrier encore habité. Les experts de Catherine viennent justement d'en voir un. Et les manœuvres pour débusquer l'animal peuvent démarrer. Un quart d'heure à creuser, jauger tout en restant aux aguets. Il ne faut surtout pas être pris au dépourvu par l'animal qui dispose de quelques issues de secours supplémentaires. Même Kribi, la petite chienne, qui a laissé sa portée d'à peine quelques jours, pour cette partie de chasse est mise à contribution. Quand soudain... Le truc qu'on a d'abord vu là-bas, il aura été là.
On a commencé alors, elle est sortie, le chien lui est poursuivi jusqu'ici, et elle est venue entrer ici. La spécialité d'Arnaud, c'est le piège. Son matériel, la forêt le lui offre, à l'exception du câble. Il prélève tous les éléments dont il a besoin. Les gestes du chasseur trahissent une longue expérience. Une fois tous les éléments constitutifs regroupés, la pose du piège peut démarrer. En moins de 3 minutes, le piège est prêt et son fonctionnement testé. Rien n'est fait au hasard. Lorsque je vois une trace comme ça, je regarde là où poser les pieds d'animaux. C'est l'endroit là que je creuse le trou pour tendre le piège. Retour auprès de Jacques Janot, Catherine et Dora Malicieux. Le fait est déjà entré en action. C'est le dernier recours pour débusquer l'animal retranché. Puis vient le temps de la patience, de longues minutes d'attente et une Catherine qui s'active sur le feu enfoui. Mais cette fois-ci, ce sera en vain. Un retour bredouille, c'est pas tous les jours que cela arrive, mais c'est bien possible, même chez les Bakola Baguili. Le supplément du mercredi, la CAN Cameroun 2019 approche à grands pas. Les amoureux du football attendent le kick-off de cette compétition avec impatience. Cependant, ils s'inquiètent de l'état d'avancement des travaux de construction des infrastructures sportives. Sur les 4 stades homologués à Douala, par exemple, un seul seulement est en chantier en ce moment. Gaël Moudio Ndedi, CRTV Littoral. Le stade de la réunification de Bépanda, l'antre du football dans le littoral, a vécu. Construit en 1972, est l'un des 4 stades homologués par la CAF pour abriter la CAN Cameroun 2019. L'infrastructure attend une réfection qui tarde à arriver. Ici, tout est à refaire. Les circuits électriques, les gradins, le marquoir, les tribunes. La cabine de presse est devenue depuis le gîte de sans-abri de Petites Mœurs. La pelouse, si verte soit-elle, devra elle aussi être remplacée, confient les spécialistes de la question. Le bloc administratif, délabré, sujet aux inondations, est un repoussoir pour les divers professionnels qui doivent y évoluer. Quant aux emprises, elles implorent une attention particulière. Les voies d'accès et les aires de jeu annexes. Tout réclame ces travaux annoncés de longue date et que les amoureux du football guettent. Les emprises sont également un point d'interrogation au complexe sportif de Japoma. La voie d'accès principale au complexe, qui ne figure pas dans l'engagement des Turcs de Yenigun, attend toujours d'être prise en charge. Les Turcs, eux, avancent à plein gaz, travaillant de jour comme de nuit, avec ses grues et ses centrales à béton qui ne s'arrêtent plus. Sur place, près de 600 employés, dont certains installés sur la base vie du chantier. On continue ici d'y croire. On sera à l'heure pour la livraison. Le stade dédié au maréchal Mbappé Lépé attend lui aussi de bénéficier des travaux de réfection dus à son homologation pour la CAN 2019. Mêmes attentes nourries au stade de Bounamoussadi. À Yaoundé, le groupe Pichini rassure sur l'achèvement dans les délais des travaux de construction du complexe Omnisport d'Olembe. Les responsables ont réitéré cette assurance au cours d'une réunion avec le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Sur le chantier, les travaux sont en cours. En attendant de poser les fondations, les phases de terrassement sont sur le point de s'achever. Reportage Wilfried Couture. Pelleteuse, camion-benne tournent à plein régime. Des signes de vie au chantier d'Olembe. Terrassement de l'espace réservé à l'aire de jeu, du béton visible sur la zone de la tribune présidentielle, des signes extérieurs de l'avancement du chantier du complexe Omnisport de Olembe. Les terrassements sont à 90% au niveau du stade. La plupart sont déjà prêts pour les fondations, pour commencer les travaux de fondation. Les fondations donc, vont prendre jusqu'à 3 mois, 2 mois. Le stade Paul Biya sera essentiellement constitué du matériel préfabriqué pour satisfaire aux exigences du temps de livraison. Les éléments préfabriqués qui seront posés à installer ici, ils sont déjà à commencer à l'étaler. Ils seront transportés ici. À partir du août, donc, on va commencer à recevoir les premiers conteneurs des éléments préfabriqués. Le terrassement est achevé au stade annexe numéro 1, prêt à recevoir la pelouse. À 18 mois de la CAN Cameroun 2019, la question qui taraude les esprits, le stade Paul Biya sortira-t-il effectivement de terre dans les délais prescrits par la CAF? La réponse de Mohamed Ajdid, le topographe, sonne comme une profession de foi. On travaille pour la CAN 2019. Okay?
donc que le stade et les annexes seront ouvertes pour la CAN 2019. Donc nous sommes encore dans les délais. Donc il n'y a pas de souci sur ce côté. Conformément aux exigences de la CAF, le groupe Pichini a jusqu'en septembre 2018 au plus tard pour que la maquette de ce stade de 60 000 places devienne réalité. 32 matchs à disputer en 22 jours chrono. C'est ce que le public retient de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2019. Pourtant, ceci n'est que la partie visible d'une grosse machine organisationnelle que la Confédération africaine de football veut bien huiler. Le cahier des charges de la CAN avec Raphaël Nkoa. Le cahier des charges élaboré par la Confédération africaine de football se veut détaillé, précis et même très contraignant, tant sur le plan infrastructurel que dans le volet sécuritaire et sanitaire, en donnant l'impression que tout repose sur la fédération organisatrice de la phase finale de la CAN, l'instance fêtière du football africain, mais pourtant l'État et le gouvernement dos au mur. C'est ainsi que les stades, requis par l'organisation de la compétition, doivent non seulement être prêts à temps, mais aussi répondre aux normes prescrites, avec une capacité d'accueil minimale de 20 000 et 40 000 places, respectivement pour les matchs de poule et les différentes finales. Indépendamment des politiques d'immigration, aucune restriction des visas d'entrée n'est permise à l'encontre de tous ceux qui veulent assister à ce grand rendez-vous continental. Il revient donc au pouvoir public de concevoir un aménagement urbain pour la circonstance en termes de facilité d'accès aux différents sites. Si les infrastructures hôtelières sont la propriété quasi exclusive du secteur privé, elles ont à répondre de la qualité des services offerts, conformes aux standards internationaux. Il est aussi question d'organiser une logistique opérationnelle efficiente sur le plan interurbain. Les joueurs, les officiels, les supporters et les journalistes doivent avoir disposé en temps et en heure de tout moyen de transport approprié pour aller d'une ville à l'autre, tout comme la couverture médicale suppose un plateau technique et des unités mobiles disponibles 24 heures sur 24. Le volet médiatique est le pilier de cette organisation. Ce sont les médias qui assurent la communication du spectacle sportif et attirent les sponsors. Tous les signaux audio et vidéo doivent être disponibles. Un minimum de 150 postes commentateurs par rencontre est requis, ainsi que de centres de presse, offrant toutes les facilités et commodités aux hommes des médias, accrédités par la Confédération africaine de football. Sur ce plan au moins, le Cameroun a effectué sa répétition générale lors de la récente CAN féminine. Et la SUARTV a su déployer ses muscles au-delà des attentes de la Confédération africaine de football. C'est ainsi que se prépare l'organisation d'une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. L'État et le gouvernement qui s'activent et agissent, et la fédération au devant de la scène. Quelques notes à l'étranger. D'abord, cette fusillade qui a éclaté ce matin en Alexandrie sur un terrain de sport fréquenté par les élus du Congrès américain. Le chef de file du Parti des Républicains à la Chambre des représentants a été blessé pendant cette attaque. L'assaillant, lui, a été abattu par la police et c'est le président Donald Trump lui-même qui a annoncé son décès. Au Royaume-Uni, une fois encore, c'est le deuil. Un immeuble de 27 étages a été ravagé par les flammes dans la nuit de mardi à mercredi dans la ville de Londres, à l'ouest de la ville. Le bilan reste provisoire de 12 morts et de 74 blessés. Un bilan qui pourrait s'alourdir. Cet incendie arrive juste quelques jours après l'attaque qui a fait 7 morts et plusieurs blessés, une attaque revendiquée par le groupe État islamique. Le Cameroun a l'honneur à Paris. Armand-Claude Abanda, le représentant résident de l'IAI Cameroun, a reçu le trophée de manager de l'année. La cérémonie des récompenses a marqué la fin du forum économique organisé par le groupement des femmes actives. Armand-Claude Abanda est récompensé pour les efforts consentis dans la formation des femmes et des jeunes en informatique. Les détails avec Séverin Alégambélé, envoyé spécial de la CRTV à Paris. L'avenue Hoche, au cœur de Paris. Comme chaque année, des hommes et des femmes d'exception viennent d'être distingués dans le cadre de la soirée de gala organisée par le groupement d'investissement des femmes actives. Un beau mélange de personnalités du monde de la culture, de la formation,
des acteurs économiques des continents africains et européens, récompensés pour des initiatives louables en faveur des groupes sociaux défavorisés. L'intérêt pour moi de ce prix, c'est que pour beaucoup de femmes, et notamment de jeunes qui s'interrogent sur leur possibilité d'évoluer dans la société française, c'est une manière de leur dire que c'est possible. Moi, en tant que Congolaise, c'est que je vais ramener chez moi au pays. Nous devons maintenant plus sensibiliser la femme à être autonome. Dans cette partition savamment orchestrée par des voix de la diversité, les efforts de l'Institut africain de l'informatique antenne du Cameroun ont été reconnus. Des efforts pour la formation des femmes et des jeunes au métier des technologies nouvelles de l'information et de la communication. Une distinction de ce niveau reçue sur le plan international fait énormément plaisir. En recevant ce prestigieux trophée, je l'ai dédié tout naturellement à Madame Chantal Biya parce que c'est elle qui a, depuis de longues années, patronné ces projets sociaux qui ont permis à des milliers de femmes, de se former à l'outil informatique. Je pense que cela va en étroite ligne avec l'arrimage à la modernité que veut le président Paul Biya. En 2018, la cérémonie des Gifador, qui est le couronnement du Forum international pour le développement, entend pousser à fond la réflexion sur les enjeux du numérique dans l'économie en Afrique. Contrairement à ce qu'on pense, l'Afrique est en avance sur le numérique, plus qu'en Europe. En Afrique, dans certains pays, on ne paye que par téléphone, par le mobile money, alors qu'ici en Europe, on ne connaît même pas encore. Donc en 2018, on va mettre le numérique en avant et les assurances aussi. Des trophées et des distinctions pour l'engagement citoyen, la prise de risque ou la vision des lauréats, et pour une diversité qui gagne. Le 20h30 qui s'achève et l'indignation des évêques du Cameroun. Ils réclament justice pour Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. La conférence épiscopale du Cameroun a publié une déclaration aujourd'hui qui confirme la thèse de l'assassinat. L'évêque de Bafia ne s'est pas suicidé. Rappelez-vous, son corps sans vie a été retrouvé dans les eaux de la Sanaga le 2 juin dernier. Nous avons parlé également de la journée de l'enfant africain qui se prépare. Les députés juniors seront en session vendredi prochain dans l'hémicycle de Ngwaikele. Mais en attendant, la question de la bastonnade a été évoquée dans notre enquête du soir. Et puis, le supplément de la semaine s'intéressait aux chantiers de la CAN, les chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui avancent à tout petits pas. Merci de votre aimable attention, merci de votre fidélité au 20h30. Bonsoir. Les déclarations avaient comme un air de colère. Des évêques qui réclament la lumière sur la tragédie. Monseigneur Kleida, président de la conférence épiscopale, invite l'opinion à renoncer à la diffamation, croit sur les mauvaises rumeurs et surtout ce signe de croix qui introduit une prière pour l'évêque décédé. Et malgré le traumatisme, rien ne doit bousculer le courage du sacerdoce. Nous n'avons pas peur. Quand le Seigneur nous appelle, il nous demande d'être de martyrs. De quoi doper la foi des communautés orphelines du diocèse de Bafia et de la famille du défunt, avec la force des mots du réconfort. Les évêques du Cameroun remercient aussi les populations des Bebda et environ pour leurs efforts. Et ici, les questions n'en finissent pas dans la foule de journalistes et caméras, curieux d'en savoir plus sur les obsèques. Il faut encore attendre les résultats officiels de l'enquête et que la dépouille de l'évêque soit remise à l'Église, a déclaré Monseigneur Kleida. Plus que 2 jours et les députés juniors seront en session plénière à l'Assemblée nationale. La journée de ce mercredi a été consacrée à une visite au ministère de l'Éducation de base. Reçus par le secrétaire général, ils ont eu droit à une causerie éducative et à une présentation des projets réalisés par ce ministère en faveur de l'épanouissement des enfants. Le reportage de Daniel Menanga. Petite répétition avant le grand rendez-vous de vendredi à l'Assemblée nationale. Les députés juniors en plein exercice d'expression orale. Cette journée a été instituée parce qu'il y a eu le massacre des enfants en Afrique du Sud.
D'un côté, le staff du ministère de l'Éducation de base, mais sans la ministre, active sur un autre front de la défense des droits de l'enfant camerounais. La ministre de l'Éducation de base a voyagé pour le sud-ouest et le nord-ouest. Les droits et les devoirs Installations suivront l'accolade entre les directeurs généraux entrants et sortants, quelques congratulations et la photo souvenir des familles. Philémon Zozam est désormais pleinement investi dans ses nouvelles missions. Avant cette installation, il y a eu une séance de travail technique où on est allé dans les détails. Et pour ce faire, je compte bien sur la tutelle et beaucoup plus sur le personnel qui devrait travailler avec nous. C'est donc à cet homme au parcours professionnel et académique riche et varié qu'il revient maintenant pour le compte de l'État d'assurer le contrôle, la régulation et le suivi des activités des exploitants des télécommunications, avec en prime un rôle majeur dans la promotion de la transition numérique en cours au Cameroun. Le laboratoire national de génie civil, le Labogénie, lui aussi a un nouveau directeur général. Jean Moufo a été nommé à l'issue d'un conseil d'administration extraordinaire tenu aujourd'hui à Yaoundé. Le nouveau promu a été aussitôt installé dans ses nouvelles fonctions par le ministre des Travaux publics. Emmanuel Nganou Djoumoussi a également installé les nouveaux patrons du Parc national du matériel de génie civil, le MACGénie. Le président du conseil d'administration, Jean-Roland Daniel Ebo, le directeur général Désiré Abogotan et le directeur général adjoint Gustave Ebonguet, tous trois ont été désignés à la suite d'un conseil d'administration lui aussi extraordinaire. Marie-Laurence Quay. Dans l'environnement des chantiers routiers, le ministère des Travaux publics doit s'entourer efficacement de deux acteurs majeurs. Le laboratoire national de génie civil, qui est le garant de la qualité, et le Parc national du matériel de génie civil, une entreprise publique du BTP, fournisseur du matériel technique, mais également qui élargit son champ d'action aux prestations dans le secteur du bâtiment et travaux publics sur l'ensemble du territoire. C'est dans cette perspective qu'une reprécision du rôle de ces deux acteurs est importante pour atteindre les objectifs du ministère des Travaux publics. En fait, il s'agit de renouveler les compétences pour donner une impulsion plus dynamique. Des enfants au Cameroun, le sujet est au cœur de la traditionnelle visite des députés juniors au ministère de l'Éducation de base. Ils doivent aller à l'école, il y a la gratuité. Ils doivent s'épanouir et tout ça se fait dans un contexte d'insécurité qui vient ternir un peu les efforts du gouvernement, mais néanmoins nous avons tenu à dire aux enfants que le chef de l'État se soucie de leur devenir. L'État s'occupe pour notre éducation, pour notre entretien. Cette année, un accent est mis sur la protection, l'autonomisation et l'égalité des chances des enfants. Et les mini-députés savent le rôle qu'ils jouent dans la bataille. Ils peuvent compter sur le soutien de l'État pour ce faire. En cette semaine de l'enfant, le 20h30 ouvre le débat sur une question qui divise. Comment doit-on discipliner les enfants? Chacun y va de sa méthode. Entre les partisans de la chicotte et les apôtres du dialogue, les arguments fusent de part et d'autre et chacun croit détenir le secret de la bonne éducation. Régine Gladys Lebouda tente de jouer les arbitres. Rigobert, va-t-elle aller? Rigobert. Rigobert. Cette parodie de Super Nanny a fait le tour des réseaux sociaux. La vidéo autodérision illustre un vieux cliché qui prospère encore dans nos maisons. Éduquer, c'est chicoter et pas qu'un peu. L'enfant, on ne doit pas rire avec l'enfant. On ne doit pas blaguer avec l'enfant. Quand tu commences à blaguer avec l'enfant, tu cajoles un peu l'enfant, là c'est fini. Pour sanctionner les enfants, il faut les taper correctement parce que j'ai pris toutes les méthodes. Quand tu parles seulement, l'enfant n'écoute pas. Mais quand tu la tapes 2-3 fois, elle commence un peu à se ressaisir. La philosophie a ses accessoires dans de nombreux foyers. Le tuyau à gaz, la chaussure qui traîne ou même le pilon de la cuisine. Mais très souvent, la dictature du bâton ne parvient pas à forger la raison. Bien au contraire. On tape, mais maintenant les enfants ne comprennent pas. Si tu tapes, c'est pour empirer encore. Donc on donne les punitions, même les punitions là.
Querellée, la bonne vieille fessée s'est muée en pourparlers dans de nombreux foyers. Le fouet, désormais, est psychologique. Pour la sanctionner plus, peut-être on va la mettre dans une chambre, la laisser là-bas toute seule, isolée. Il y a des petits trucs comme ça. Ou ne pas lui donner ce qu'on a acheté pour elle. Les experts recommandent la punition positive, celle-là qui marque sans blesser, qui éduque sans traumatiser. La fessée, je veux dire que c'est l'ancien temps. Il vaut mieux vous éduquer en prévoyant des sanctions qui cadrent avec la faute. Par exemple, vous privez du téléphone, du WhatsApp. La privation comme sanction serait donc plus efficace que le bâton. Et la couleur de peau n'y change rien. Philémon Zozame est officiellement investi dans ses nouvelles fonctions de directeur général de l'Agence de régulation des télécommunications ART. En l'installant ce matin, la ministre des Postes lui a recommandé d'œuvrer au positionnement de l'ART comme acteur majeur dans la transition numérique au Cameroun. Le film de la cérémonie avec Olivier Kingemouli. Deux scènes pour un même événement. Celui qui devra consacrer Philémon Zozame dans ses fonctions de directeur général de l'ART sous la supervision de la ministre des Postes et Télécommunications et sous les regards d'un personnel qui attend son nouveau patron. D'abord, un huis clos de 30 minutes dans cette salle et une communication de Minette Lebom-Lilikin. La régulation, au moment où cet environnement exige que tout le monde se mobilise pour le développement de l'économie numérique, l'ART est le gendarme de l'économie numérique et il joue donc un rôle très important pour la réussite de cette mission. Changement de décor et de site par la suite, avec en supplément de nouveaux visages de personnalités qui se recrutent parmi les directeurs généraux, officiers généraux de l'armée et membres du gouvernement dans une salle archi-comble. Le ministre de tutelle prononce le discours rituel d'institution. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h30 sur la CRTV. Les titres du journal. Les évêques du Cameroun réclament justice pour Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. La conférence épiscopale a publié aujourd'hui une déclaration qui confirme la thèse de l'assassinat de l'évêque de Bafia, retrouvé mort dans la Sanaga le 2 juin dernier. En attendant la journée de l'enfant africain, la question de la correction corporelle revient dans le débat. Pour se faire obéir des enfants, la chicotte ou le dialogue, vous entendrez les avis dans le 20h30. Les chantiers de la CAN Cameroun 2019 à petits pas, le supplément du mercredi fait le point et rappelle le cahier de charge de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. L'indignation de l'Église catholique qui est au Cameroun. La conférence épiscopale a condamné ce matin ce qu'elle qualifie d'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. L'Assemblée des évêques du Cameroun exige que la lumière soit faite sur cette tragédie qui traumatise l'Église. Le corps sans vie de l'évêque de Bafia a été retrouvé dans les eaux de la Sanaga le 2 juin dernier. C'est la première déclaration officielle de la conférence épiscopale depuis ces tristes événements. Steve Thiega et Kembenge. Une conférence en plein air, à ciel ouvert, comme pour mieux prendre Dieu à témoin et mettre au clair les sentiments d'une église meurtrie. Nous, évêques du Cameroun, affirmons que Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala ne s'est pas suicidé. Il a été brutalement assassiné. Voilà un meurtre de plus et un de trop. Fermeté des mots sur un drame qui a ravivé les souvenirs à propos des prélats et religieux morts dans le silence. L'effroi de ces souvenirs leur jette un froid. Nous avons le sentiment que le clergé au Cameroun est particulièrement persécuté par des forces obscures et diaboliques.